à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Movsar Ibragimov. On va récapituler en fait, on va faire une sorte de récap de l'UFC Paris qui s'est passé il y a quelques jours, qui a tenu toutes ses promesses. Déjà au niveau du public, c'était tout simplement incroyable. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment les différentes performances des combattants français. Cyril Gane en tête. Mofsar, comment tu vas? On s'est parlé il n'y a pas longtemps. La vidéo n'est pas encore sortie. C'est l'analyse et le pronostic de l'UFC 293 qui arrive très vite. Mais comment tu vas depuis qu'on a enregistré cette vidéo il y a quelques jours? Ça va super et toi? Et franchement, avec l'UFC qui vient d'y avoir hier, c'était incroyable. Donc, je suis chauffé. Ouais, voilà, bah justement, on va parler de l'UFC Paris. J'ai pas mal de questions à te poser. Bon, ce sera pas une sorte d'interview comme on a l'habitude de le faire, on va dire, avec les analyses et pronostics. Ce sera plus une conversation entre toi et moi pour savoir ce que tu as pensé, toi, de l'UFC Paris. J'ai déjà réalisé un débrief sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais régalez-vous, je pense que ça va être très intéressant. La conversation avec Movsar, je vais y arriver, sera très intéressante. Petite parenthèse, je te présente quand même un Movsar, champion AOF chez Poids Coq, médaillé de bronze au championnat du monde IMAF et médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF. Ça impose un homme quand même. Alors Movsar, bah, je te propose de commencer à parler du combat principal de cette UFC Paris. Évidemment, on l'attendait tous avec beaucoup d'impatience. Cyril Gane contre Sergei Spivak. Je te le disais avant qu'on enregistre cette vidéo, mais je m'attendais à ce que Cyril surclasse Sergei Spivak, comme on l'avait dit d'ailleurs dans notre analyse et pronostic. Mais je m'attendais pas à ce que ça tourne en mode limite, en mode Hagra, on peut le dire. Ouais, laisse tomber. La manière dont il l'a fini, t'as rarement vu des main events avec autant de disparité de niveau. C'est vrai que il le tenait comme ça. Il disait, rentre à la maison. Ouais, c'était chaud, tu vois. Mais il nous a délivré un grand show et le public a kiffé. Le public a kiffé parce que franchement c'était une masterclass. On sait que Cyril il avait promis justement la masterclass avant le combat. Est-ce que pour toi il a tenu cette promesse? Allez, j'ai même envie de te poser la question autrement. Est-ce que c'est Cyril qui était trop fort? Petite, on l'a pas dit, mais Cyril Gane, pour les personnes qui n'ont pas vu ce combat, s'est imposé sur KO technique au deuxième round. Est-ce que pour toi Cyril était trop fort ou Sergei n'était pas présent au rendez-vous ou pourquoi pas les deux? En fait, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, enfin X plutôt maintenant, vu que ça a changé, qui disaient, ouais, c'est un camionneur, non, non, je sais pas, tu vois, les mauvaises langues. Alors que s'il arrive en main event, c'est que tu vois, il a gagné des combats, il a fait des trucs, c'est un gros candidat à la base. C'est juste que Cyril, il a tellement bien appliqué son game plan qui était de gérer une distance, de rentrer, sortir. En fait, au tout début, sur la fin, il l'a cadré. Cyril, il l'a mis dans un coin et il l'a débité, il l'a déchiré. Mais au début, quand tu regardes déplacement, sortie, droite, gauche, boum, il faisait des déplacements, c'était magnifique. On aurait dit un léger. Et il mettait Mhm. un coup, low kick, un coup, low kick. Il a usé petit à petit. Mhm. L'autre, il tentait des takedowns et il les a tous bloqués, il les a tous empêchés. C'était une masterclass. Le game plan qu'a fait Ferrand avec Cyril, c'était trop bien géré. Et le fait que Spivak n'a pas réussi à l'amener au sol, parce que même s'il est pro dans ce domaine des takedowns, Cyril l'a perdu dans ses déplacements. Et pour amener quelqu'un au sol, tu as besoin de casser la distance, tu as besoin de l'amener dans un coin, mais les déplacements font que, et la manière dans l'octogone, Spivak il suivait Gann, ça fait qu'il n'arrive pas à le cadrer. Bisping, il disait faut qu'il Spivak, il doit arrêter de le suivre, mais comment tu veux arrêter de suivre quelqu'un qui se déplace aussi bien qu'un bantamweight comme moi alors qu'il pèse 120 kilos? Ah, c'est incroyable, hein. Déjà physiquement, Cyril Gane, ce qu'il faut dire, c'est que pour un poids lourd, ben, esthétiquement, il a un physique de fou furieux. Je pense que c'est le seul au monde avec Francis Ngannou. C'est les deux seuls de mémoire. Après, il y aura toujours quelqu'un qui va me sortir un contre-exemple. Peut-être qu'il y en a un troisième, voire un quatrième ou un cinquième. Mais honnêtement, à l'UFC, je pense pas, à part Francis Ngannou quand il était à l'UFC et Cyril Gane, un combattant de ce gabarit, de ce poids-là, avec un physique aussi propre et en même temps aussi massif. Et puis, comme tu l'as dit, et ça on en a parlé dans notre analyse aussi, on disait que Cyril Gane, pour battre Sergei Spivak, ce qu'il devait faire, c'est reproduire en quelque sorte ce qu'a fait Sean O'Malley contre Aljamain Sterling. Parce que comme Sean O'Malley et Aljamain Sterling, ce Cyril Gane, Sergei Spivak, c'était une vraie opposition de style entre un excellent striker et un excellent lutteur-grappleur. Les mouvements du côté de Cyril Gane, incroyable. Tu l'as dit, hein, les déplacements, il l'a travaillé
comment dire, il l'a travaillé aux jambes, il l'a travaillé au corps, il l'a travaillé au visage, il l'a démoli. Franchement, c'était une démolition cette victoire sur KO technique au deuxième round. Non, ouais, totalement. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont il a évolué dans son game plan. Ça veut dire que d'abord, il l'a perdu, il l'a fatigué, il lui a fait perdre espoir en ce takedown. Parce qu'au début, tu vois, il veut, hop, il essaie d'amener, il n'arrive pas, il se fait sprawler. Et petit à petit, il a un mental breakdown, tu vois. Il se dit, OK, j'y arrive plus et je suis en train de dépenser mon énergie, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et là, c'est trop tard. Les coups au corps, boum, boum, il commence à être usé contre la cage. Et c'est là que il s'est mis face à lui. Gann s'est mis face à lui, pou, 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 crochet, hop, il revenait, il faisait des trucs de fou. C'était, tu vois, il y avait plus rien de scolaire. Lui qui est toujours gauche, droite, low kick, en ligne, karaté, magnifique, là, laisse tomber. Boum, 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 tête, corps, crochet, overhand, marteau sur la tête. Non, c'était. Il est devenu méchant le gamin sur la fin. Ah, c'est clair, mais c'est ce qu'on attendait de lui, hein. On sait qu'il était énervé parce que c'est vrai qu'il a pris très cher quand même Cyril Gann après sa défaite expéditive face à John Jones sur soumission après 2 minutes de combat. Là, il avait les nerfs, il a passé toute sa frustration sur Sergei Spivak et c'est ce que je pense que Bisping en a parlé pendant le combat et c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que bon, on a peut-être oublié à quel point Cyril Gann était fort parce que John Jones, c'est juste un phénomène. On a vu Cyril Gann comment il a surclassé le numéro 7 quand même de la catégorie des poids lourds, c'est-à-dire Sergei Spivak. Même, je sais pas si tu l'as remarqué, mais avant qu'il rentre dans l'octogone, je l'ai trouvé pas du tout serein. Sergei, une fois qu'il a essayé son amener au sol et que Cyril la sprawl, ça se voyait sur son visage qu'il avait peur. Mais encore une fois, Cyril, l'un des meilleurs poids lourds de tout l'UFC, c'est juste que John Jones, bah, c'est un ovni, tout simplement, c'est un extraterrestre. C'est pas Cyril qui était nul, comme certains voulaient nous le faire croire, c'est juste John Jones qui est exceptionnel. Non, bien sûr. Et ils sont plus d'un à penser que John Jones est le plus grand de tous les temps, the GOAT. Et comme il disait après avoir battu, tu vois, il a fait ben, Ouais. juste après avoir battu Gann. Ouais, c'est le GOAT, tu vois, c'est normal. Mais c'est pas à cause de ça qu'il faut enlever la grandeur de Gann, tu vois. Donc, et aussi, tu vois, tu disais que c'est vrai qu'il avait peur quand il rentrait. Et moi, je trouve que ceux qu'il faut remercier pour ça et qui ont joué un grand rôle là-dedans, c'est le public français. Quelle bande de fous. T'as entendu le public français? Ouais. T'entendais que ça. Les commentateurs, ils faisaient que parler du public. Laisse tomber. C'était une dinguerie. Tous les chants qu'ils faisaient pendant, par exemple, pendant la Pilus, ouais, ils disaient des trucs de fou, tu vois, c'était incroyable. J'ai explosé de rire à un moment donné pendant le live où Michael Bisping il s'adresse à Paul Felder et c'était qui avec lui j'ai oublié. Enfin bref, c'était un commentateur anglais, tu vois le trio de commentateurs à l'UFC, t'as Michael Bisping qui leur demande écoutez ça parce que le public français était en train de chanter, sauf que ce qu'ils étaient en train de chanter, le public français c'était lui sa mère, lui sa mère. J'ai explosé de rire. Mais franchement, t'as raison d'insister là-dessus. Parce que Bisping lui-même l'a dit après l'événement, le public français l'a jamais vu un public comme lui. Parce qu'on a vu à l'UFC Londres un public bruyant, mais pas dès les préliminaires. Moi, j'ai regardé, j'ai suivi cette soirée dès le premier combat avec Zara. Dès le premier combat, ils ont mis un bordel. L'ambiance, elle était. C'est incroyable. Franchement, respect aux Français, il n'y a rien à dire. On mettait en doute un petit peu bah, l'ambiance qu'allait donner le public français à l'Accor Arena lors du premier UFC Paris. Au premier UFC Paris, ils nous ont déjà prouvé que bah, ils faisaient du bruit, mais celui-ci, cette deuxième édition, bah, ils ont mis tout le monde d'accord. Non, c'était incroyable. Ils ont fait plusieurs chants. Quand ils... Le plus ouf, moi, je trouve, c'est quand, pendant Benoît Saint-Denis, il dit qui ne se tait pas n'est pas français. Ouais. Quand tout le monde, tu vois la salle, il tremble. C'était incroyable. Mais après, il faut dire que oh, attends, attends, faut en parler celui-là aussi. Chaque fois que Benoît Saint-Denis mettait un coup, il faisait oh, oh, chaque fois qu'il mettait un coup. T'as pas vu ce moment-là? C'était incroyable. Il est là, il met une droite, t'as le public qui fait olé, il met un jab, olé, pendant genre 3 minutes. C'était incroyable. Tu vois, on peut pas lui en vouloir parce que Daniel Warren, dans le coin de Saint-Denis, il lui disait pas de bagarre, pas de bagarre. Ouais, Mais ouais. tu peux pas lui en vouloir avec un public qui te rend fou comme ça. Même moi, je t'enlève la garde et tu pars à la bagarre pour faire kiffer le public, tu vois.
Non, laisse tomber, c'était. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Je te propose de garder ça pour juste après. Il me reste une dernière question à te poser concernant le combat principal. Mais ce que tu dis là, c'est très intéressant. L'influence que peut avoir le public sur la performance d'un combattant. Il faut dire quand même que l'Accor Arena, c'est 20 000 spectateurs, je pense, l'affluence, ce qui est tout simplement énorme pour un combat de MMA. Il y a des moments où on avait l'impression d'être dans un stade de foot. Donc franchement, encore une fois, un grand respect au public français. N'hésite pas à me rappeler la question que je compte te poser concernant le public si je l'oublie. Mais juste avant, toujours concernant ce combat principal entre Cyril Gane et Sergei Spivak, avant de passer à la performance de Benoît Saint-Denis, est-ce que tu as appris quelque chose avec ce combat principal concernant Cyril Gane, notamment au niveau de sa défense des amenés au sol, notamment au niveau de son striking, peut-être psychologiquement, mentalement? Est-ce qu'il y a quelque chose que ce combat t'a appris du côté de Cyril Gane? En fait, je trouve que dans ce combat-là, on n'a pas pu bien voir sa défense de takedown parce qu'il a été chercher le problème à la source. Ça veut dire qu'il n'est pas allé jusqu'à la défense de takedown. Il a, tu vois, empêché l'autre de même amener le takedown. Tu vois, Mhm. comme quand l'expression vaut mieux prévenir que guérir. Mhm. Il a fait ça. Par la gestion des distances, les low kicks, les front kicks, en le fatiguant, il a fait en sorte que l'autre, il a même pas pu mettre en place le takedown. Donc, Mhm. est-ce qu'il s'est amélioré dans le takedown? Je trouve qu'on peut pas vraiment le dire, mais en tout cas, dans la gestion de ce combat-là, c'était vraiment très, très bien joué. Tu vois, donc, pour moi, c'est tout ce qu'on peut en tirer. Et ça montre aussi à quel point il a un corner, une équipe dans son coin qui est compétente. Parce qu'on a beau cracher sur Fernand. Quand tu vois ce qu'ils font, tu vois, les gens ils disaient quand ils disaient squat contre John Jones, tu vois, Mhm. il s'est fait beaucoup tailler, mais il faut dire que dans la préparation de ce combat-là, en tout cas, ils ont fait un très, très beau travail. Et le fameux angle mort, je sais pas si tu as entendu ça à un moment donné dans les consignes, mais il lui a dit, hein, Fernand, il lui a dit, tant que tu te trouves dans les angles morts, tu ne risques rien face à Sergei Spivak. Et on sait que Cédric Doumbé, il aime bien toutes ces expressions-là, lui qui est passé de manière très courte par le MMA Factory, et Fernand Lopez, mais les angles morts, je sais plus c'était quoi l'autre, ah oui, oh oui, good job, tout ça, mais pour le coup, on peut dire effectivement que Fernand Lopez a fait du bon boulot. Je pense à une question là aussi. Après, on passe promis, juré à Benoît Saint-Denis. Mais moi, j'ai quand même été déçu d'une chose. Mofsar, dis-moi ce que t'en penses. Je m'attendais à ce que Thomas Spinal rentre dans l'octogone et fasse un face-off. En fait, avec Cyril Gane, parce que Thomas Spinal a détruit Marcin Tibura à l'UFC Londres, avait promis qu'il voulait se mesurer au vainqueur de Cyril Gane, Sergei Spivak. Il était là, hein, il était à Paris pour l'événement, et je m'attendais, comme on l'a vu avec Israël Adesanya qui est rentré dans l'octogone après Dricus Duplessis, Robert Whittaker, je m'attendais à un face-à-face entre Cyril et Tom. Visiblement, d'après ce que j'ai compris, l'UFC aurait empêché Tom de rentrer dans la cage. Est-ce que toi, t'aimerais voir Cyril Gane, Thomas Spinal au prochain combat de Bon Gamin, en sachant que même Cyril, lui, en interview d'après-combat, il a dit que ça l'intéressait pas et l'objectif principal pour lui, c'était la ceinture. Pour le public que nous sommes, ben, j'ai envie de voir ce combat, bien sûr, parce que c'est une confrontation qui n'a pas encore eu lieu. Et tu vois, c'est un combattant très intéressant, Thomas Spinal, Cyril Gane aussi. Et nous, on a envie de voir du show, donc fatalement, j'ai envie de voir ce combat. Mais c'est vrai que stratégiquement, pour Cyril, le mieux, c'est si l'UFC peut lui proposer un title match, un title fight, un retour pour la ceinture, le plus intelligent, c'est d'attendre la ceinture, tu vois, parce que s'il perd contre Thomas Spinal, il aura perdu beaucoup. Mm. Parce que personne va te dire, ouais, il a pris le combat, il a été sportif. Tout le monde sent. Au final, on oublie toujours le perdant, tu vois. Donc, stratégiquement, pour lui, le mieux, c'est s'il y a possibilité, si le UFC lui offre cette occasion-là, c'est d'attendre le combat pour la ceinture. Clairement, si je me mets à la place de Cyril Gane, je comprends totalement qu'il n'a pas envie forcément d'affronter Thomas Spinal, parce que c'est un combat très dangereux. Thomas Spinal, moi, il m'impressionne, hein. Il est puissant, il est complet, il sait aller au sol. C'est vraiment c'est problématique, Thomas Spinal, pour Cyril Gane. Et puis, il faut dire aussi que Cyril, bah, il est toujours classé numéro 2, challenger numéro 2 dans cette catégorie des poids lourds, que Thomas Spinal est numéro 4. Là, il a déjà affronté Sergei Spivak en regardant loin derrière lui. Il n'a pas envie forcément de non seulement
Petit 1, prendre un gros risque. Petit 2, ne pas être vraiment gagnant dans l'histoire. Le problème, c'est qu'il se trouve dans une catégorie des poids lourds qui est de plus en plus intéressante parce que John Jones va défendre son titre au mois de novembre contre Stipe. Peut-être que les deux vont prendre leur retraite après le combat. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais Sergei Pavlovich, c'est le combattant backup pour ce John Jones Stipe Miocic. Donc, je pense que le prioritaire, c'est Sergei Pavlovich. Et puis, peut-être organiser, je sais pas moi. Mais moi, je serais partant en tant que fan pour un Cyril Gane Thomas Pinal et le vainqueur prend du coup après, dispute ensuite la ceinture. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la catégorie des heavyweight, là, elle est chaud bouillante. Hein. Non, totalement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a du sang neuf, beaucoup en ce moment dans les poids lourds. C'est que tu as un tas de match-up qui est faisable. Et c'est pour ça que c'est vrai que en tant que fan, c'est un peu dommage de remettre un combat qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire John Jones, Gain 2, tu vois. Donc, tu as tous les Pavlovich, tous les Aspinal, c'est des combats, si tu fais des mix avec ces mecs-là, c'est tous des bangers les combats, tu vois. Donc, Ouais. est-ce qu'on a envie de revoir le même scénario? Nous, pas forcément. L'équipe du MMA Factory, très certainement. Ouais. Et puis il faut dire aussi que Cyril, bon, il est sur deux title shots perdus. Malheureusement, je pense qu'il va devoir se montrer patient avant de se voir offrir un autre title shot. Ok, ça c'est pour le combat principal de l'UFC Paris. On a déjà dit pas mal de choses. On va passer à Benoît Saint-Denis, mais Movsar, c'est qui cet extraterrestre? C'est incroyable, Benoît Saint-Denis, c'est un monstre. Déjà, l'entrée dans l'octogone, bah, contrairement à Sergei Spivak, là tu voyais qu'il se nourrissait véritablement de l'énergie du public. C'est un guerrier. Ah, tu vois, il affronte Thiago Moises, qui est plutôt jeune. Moi, je pensais qu'il avait passé les 30 ans, Thiago, mais en fait, il a que 27 ou 28 ans. Il a affronté parmi les meilleurs poids légers à l'UFC. Benoît Saint-Denis, il est arrivé, le couteau entre les dents, premier round, il a tout envoyé aux presses, qui lui a fait du très très sale, et à la fin, il s'impose sur KO technique au deuxième round après une belle séquence de Grand Pound. L'arbitre, il a décidé de dire stop de manière assez logique parce que Thiago, il prenait énormément de dégâts. Bah, passons à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses qu'effectivement, Benoît Saint-Denis, il a puisé toute son énergie dans les encouragements du public qui, encore une fois, étaient tout simplement extraordinaires? C'est sûr et certain. Sûr et certain. Rien que la... En fait, le fait que ça soit un grand patriote, et ça, c'est un secret pour personne, forcément, quand il rentre face à son public, tu comprends, être fier de son peuple, c'est facile. Rendre fier son peuple de soi, c'est là qu'est la difficulté. Et quand tu arrives à faire ça, quelqu'un qui a été engagé, etc., tu comprends, il a toujours œuvré pour la France. Et là, il rentre acclamé par le public. Tu comprends, il est là, il est dans Gladiator dans sa tête. Le fou. Le mec, il rentre et il est prêt à mourir là-dedans, tu comprends. Et c'est pour ça qu'il faisait péter les plans à Daniel Ouarin. Il disait arrête la bagarre. Ouais, Tu les voyais face à face. Lui, Thiago Moïse, Thiago dans le coin. Pouf. ouais, Pas de garde, pas de garde. Ici, les mains là, crochet, crochet, crochet. Et le premier qui tombe, le premier qui se fait toucher, il tombe. C'est, tu pétais ton crâne. Tout le monde était là, les grands yeux. Tous ceux qui étaient là-bas dans la salle, debout, ils pètent les plombs, ils crient, c'est normal. Et rien que quand, tu vois, quand le combat est fini, il prend le micro et il dit ouais, je vais ramener la ceinture pour la France. Nanana. hmm. Comment il est à fond dans son truc, tu vois. Et forcément, c'est quelque chose qui le nourrit, qui lui apporte beaucoup d'énergie. Et c'est réel, hein, ce que tu as dit, Daniel Warin. On sent que c'est un coach avec énormément d'expérience qui lui a dit au premier round, à la fin du premier round, mais calme-toi, va pas à la guerre, va pas à la bagarre. Ça m'a un peu rappelé les consignes du coin de Khamzat Chimaev quand il affrontait Gilbert Burns, justement. Et puis, deuxième round, ce qui est bien avec Benoît Saint-Denis, c'est que c'est un combattant quand même intelligent et discipliné. Il est resté beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré dans son agression Thiago Moises. Mais encore une fois, là, j'ai pas refresh le classement UFC. Mais je pense que Benoît Saint-Denis, là, il va rentrer dans le top 15 de la catégorie des poids légers parce qu'il vient de pulvériser aussi Ismaël Bonfim, qui était considéré comme le prospect numéro un dans cette catégorie des lightweights. Il l'a tué, 12, et puis il faut dire 12 victoires, 12 finishes, Movsar, mais c'est incroyable. Combat de la soirée contre Thiago Moises. Je pense vraiment que la France a une star en devenir avec Benoît Saint-Denis. Hein. Le potentiel qu'il a, tout simplement phénoménal. Non, incroyable. Et ce qui est très fort avec lui, c'est quelle boule de puissance. C'est quoi cette force qu'il a? Il les attrape comme ça, il les serre. Le menton qu'il a aussi, les coups qu'il Ouais. prend. De toute façon, son menton, moi, je l'avais déjà capté depuis son premier combat qu'il avait fait à l'UFC, là. Élisée où? Tous les coups, ouais, laisse tomber.
Et ouais, comme tu as dit, il s'est beaucoup calmé. Il a écouté Daniel Warren. Mhm. Tu vois, Daniel Warren, dans le coin, il lui disait reviens sur les low kicks, reviens sur les middle kicks, remets des jambes, reste tranquille, fais pas de bagarre. Et c'est ce qu'il a fait. Il revient d'ailleurs, il s'est explosé le pied. Ouais. Mais bref, il est revenu sur ce travail-là, boum, boum, prise de dos, position, hop, ground and pound, il l'a terminé. C'était masterclass, tu vois. Il a délivré du show et il a fini au deuxième round. Que demander de plus? Que demande Lentement, le peuple? que demande le peuple, c'est justement le cas de le dire avec Benoît Saint-Denis, mais lentement et sûrement, il est en train de devenir l'un de mes combattants préférés à l'UFC. Je dis pas ça pour faire plaisir aux Français, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous on est Belges, hein, on est vos voisins, mais non, il a tout, il a tout, il a le charisme, tu vois, le côté patriote, tu vois, il y a quelque chose de mystérieux un petit peu dans Benoît Saint-Denis, l'agressivité, le mental, et puis le call-out où il dit qu'il est prêt à affronter le perdant de Mateusz Gamrot contre Raphaël Fiziev. Et puis il a sorti un truc, Mofsar, quand il l'a sorti, j'étais limite par terre en train de me rouler tellement j'ai envie de voir ça se faire. Il est prêt à affronter Justin Gage pour la ceinture BMF, Mofsar. Quand j'ai tweeté ça, quand j'ai tweeté les mecs imaginaient un Benoît Saint-Denis, Justin Gage, je crois que j'ai eu plus de 3000 faves, je sais pas combien de retweets. Les gens sont prêts à voir Justin Gage, Benoît Saint-Denis. Mais la question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est ce que selon toi, il est déjà prêt pour le top 15 de la catégorie des poids légers, qui est, faut le dire, la catégorie la plus relevée de tout l'UFC. Ah, je te pose Je une pense, colle là. je pense que je vais me faire quelques ennemis parce que je pense que, tu vois, chez les lightweight surtout, je pense qu'entre le top 15 et le top 5, Mhm. il y a un univers de différence, tu vois. Et franchement, si je dois être honnête, face à un Gaethje, face à Islam, face à Charles Oliveira, Poirier, tu vois, Mhm. j'ai l'impression qu'il n'a pas affronté, il n'a pas été confronté à ce genre d'opposition encore, tu vois. Donc, il pourrait, franchement, il pourrait. Et aussi, il faut garder en tête qu'il a une grande marge de progression parce qu'il est jeune, mais je sais pas, tu vois. Il a dit, il n'y a aucun lightweight qui peut faire 3 rounds avec moi. Donc, ça veut dire que pour lui, il peut prendre n'importe qui. Et ça, c'est le principal. Mais je suis curieux de voir. J'ai envie de voir. Tu vois, je signe. Moi, je veux le voir tous les jours, ce combat-là. Mais tu vois, c'est pas un combat où j'irai mettre mon argent sur ce denis. Mais ce que tu as dit, encore une fois, et c'est très intéressant, tu as totalement raison, on a tendance à l'oublier, parce que physiquement, c'est vrai que Benoît Saint-Denis, il fait plus âgé, mais il n'a que 27 ans, c'est incroyable, hein. Quand tu le vois combattre, quand tu vois sa maturité, son physique aussi, tu as l'impression qu'il a 35 ans. Benoît n'a que 27 ans, donc sa marge de progression, elle est encore énorme, et ce qui est terrifiant, c'est que déjà à l'heure actuelle, il est super complexe, soit au sol, soit debout en lutte. Franchement, il a un avenir radieux devant lui. Je pense qu'on a été complet sur Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Il faut parler aussi de l'autre star de la soirée. J'ai même envie de dire, je vais presque dire la star numéro un de cette UFC Paris, sur les réseaux sociaux en tout cas, parce que quand tu regardes les chiffres qu'a réussi à générer Morgan Charrière pendant la Fight Week, notamment les face-à-face, c'est du très très lourd. Morgan Charrière qui, en plus de générer des gros chiffres sur les réseaux sociaux, bah pour sa première à l'UFC contre l'Italien Manolo Zecchini, il lui a fait du très très sale penalty dans le foie, Movsar. Victoire sur KO technique du coup au premier round après avoir tabassé le corps du pauvre Manolo. Manolo qui s'était déplacé à l'Accor Arena avec sa famille dans le public. Ça n'a pas dû leur faire plaisir de le voir se prendre des pénaltys de cette violence en plein corps. Non, ça, c'était franchement, moi, de toute la carte, c'est ce combat-là que j'attendais le plus. Euh, Pas parce que je suis seulement fan sur les réseaux, mais aussi parce que, tu vois, la catégorie de poids, etc. Et ça fait longtemps que j'avais envie de voir Morgan à l'UFC. Tu vois, il a eu toute sa série sur YouTube, Road to UFC, etc. Et depuis qu'il a rejoint sa team actuelle, l'US Metro, qui est d'ailleurs aussi la team de Taylor Lapillus, je trouve que la progression qu'il a fait quand tu regardes ses combats, c'est incroyable, tu vois. Et j'étais heureux. J'étais heureux parce que, tu vois, quelqu'un qui galère autant à rentrer à l'UFC, puis il rentre, il prend un finish of the night, ou je sais plus, il a pris un bonus de la soirée. Performance Ça, de la c'est soirée. ça, c'est un scénario de Netflix, tu vois. Ouais. Moi, j'ai trop kiffé. Et tu vois, il arrive des terres, bam, la coupe de cheveux, le truc, la piraterie, tu vois. Non, c'était vraiment beau. Moi, j'ai trop aimé.
tu vois, la sortie de la série One Piece sur Netflix, elle sort en même temps que ça. Tu vois, moi, on est dans le, on est dans le thème. Non, moi, j'ai kiffé. C'était ça l'événement. Et une mise en bouche de fou malade pour le début de la carte principale. Et ce qui est fort avec Morgan, pour le coup, il faut dire que dans le sport, tout va très très vite parce que à ses débuts au Cage Warriors, quand il est devenu champion de la catégorie des poids plumes, ben il y avait des chances pour qu'il signe à l'UFC, qu'il signe en grande pompe à l'UFC. Malheureusement, il est passé par deux défaites ensuite. Une blessure aussi qu'il a tenu écarté pendant un petit moment. Et puis il signe à l'UFC. Avant cela, il y a des gens qui disaient de Morgan qu'il avait pas qu'il n'était pas prêt pour l'UFC tout simplement. Il y en a même d'autres qui le critiquaient en disant qu'il n'allait jamais signer à l'UFC. Au final, il a fait preuve de beaucoup de mental, de beaucoup de remise en question. Il a travaillé dur comme fer dans les coulisses. Là, il en est à 3 finishes consécutifs après avoir passé quand même une année, voire 2 années plutôt compliquées. Donc, rien que pour ça, ça se respecte. En plus, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très sympa quand même, Morgan, faut le dire. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir de le voir réussir sa première à l'UFC comme ça et être encore une fois, sans conteste possible, l'une des plus grandes stars, si ce n'est peut-être, non, je pense que Cyril Gane est devant, mais pas l'une des plus grandes stars de cette UFC Paris. C'est clair et net, il y avait pas mal de personnes dans le public qui supportaient dur comme fer Morgan Charrière, et encore une fois, ça fait vraiment plaisir de le voir accomplir ce genre de performance. Non, totalement. Moi, j'ai hâte de voir la suite aussi. Parce Mhm. qu'avec un début comme celui-là, c'est sûr que déjà lui-même, tu vois, ça va lui, quand tu as l'impression de toucher ton rêve du bout du doigt, tu vois, parce que là, ok, là, il est rentré à l'UFC, mais ça, c'est qu'une partie tu vois, c'est qu'une partie du rêve. Maintenant, il faut monter les échelons. Et je pense que ça va le booster, lui, tu vois, booster au max lui et, et les gens autour et les clubs autour. Donc, c'est vraiment un moteur positif de fou de voir ce genre de choses-là. Surtout quelqu'un qui a une grande médiatisation sur YouTube, etc. Tu vois. Donc, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai activé la cloche avec les notifications. Ah, de fou. Non, franchement, mais il a absolument tout pour devenir une grande star à l'UFC déjà. Il est jeune aussi, un peu comme Benoît Saint-Denis. Il est jeune, il a du potentiel, marge de progression. Il a été champion au Cage Warriors. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de Morgan? Il parle anglais. Non, il a vraiment absolument tout. T'as vu le call-out aussi, le call-out enfin pas le call-out, mais plutôt le discours d'après victoire extraordinaire de Morgan Charrière. Non, franchement, en fait, il a réussi de A à Z sa soirée, que ce soit en dehors de l'octogone, mais aussi dedans pour le coup. Non, totalement. Franchement, une masterclass. Il a juste un peu bégayé avec le micro sous le coup du stress, mais non, tu vois, que demander tu vois, si tu lui dis, décris-moi ton scénario idéal avant de rentrer dans la cage, c'est plus ou moins ce que tu aurais dit à mon avis. L'autre combat qui m'a marqué dans cette UFC Paris, c'est évidemment la prestation de Manon Fiorot qui ajoute quand même un grand nom à son palmarès, à son tableau de chasse, Rose Namajunas. Rose Namajunas, franchement, c'est l'une des plus grandes stars de l'UFC, que ce soit homme comme femme. Et Manon a réussi à l'emporter sur décision unanime. Ce qu'il faut dire, c'est que Rose montait en catégorie. Bon, ça, comment dire, on ne minimise pas la performance et la victoire de Manon Fiorot, mais je pense que c'est intéressant de dire pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Du coup, victoire sur décision unanime de Manon Fiorot face à Rosna Mayounas. Je pense que la suite logique pour Manon, c'est forcément le titre, en sachant qu'Alexa Grasso va défendre sa ceinture lors du rematch contre Valentina Shevchenko dans les prochains jours. Manon doit prendre la vainqueur d'Alexa Grasso, Valentina Shevchenko, hein, Movsar. Ouais, bien sûr. Là, ça y est, elle a fait sa course au titre. Et il y a plus trop de, il y a pas de concurrence. Tu veux mettre qui d'autre à la place, tu vois, c'est bon, elle a battu Tug Rose. Et tu vois, dans le style, avec beauté. Quel combat, le sang, les trucs, c'était. Ouais. Je me disais, c'est quoi ce combat de titan? Mais ouais, là, c'est l'occasion de ramener une ceinture pour la France. Ouais, franchement, elle a de grandes chances de devenir la première française championne à l'UFC. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a qui? Il y a Cyril Gane qui est toujours en course, évidemment.
Benoît Saint-Denis, à mon avis, ça va prendre encore un petit peu de temps. Pareil pour Nassourdine Mavov. Bon, Morgan Charrière, la même chose. Je sais pas, je réfléchis en même temps. Taylor Lapillus aussi, avec sa performance contre Caolan Loughran, la grande gueule, l'Irlandais, là, qui a fait quand même. Et franchement, il a fait le taf, hein, je dois dire, Caolan. Il s'est fait détester par tout le monde, mais au moins, il a donné de l'intérêt à ce combat. Enfin bref, pour en revenir à Manon, oui, je pense que elle a de très grandes chances de devenir la première française à récupérer une ceinture à l'UFC. Par contre, et là, dis-moi ce que t'en penses, mais moi je pense aussi à Erin Blankfield qui fait quand même de très très belles prestations, qui sort d'une victoire il y a quelques jours à l'UFC Singapour. Moi j'ai quand même peur pour Manon que l'UFC lui propose Manon Fiorot et Erin Blankfield parce que Erin, bah, c'est une américaine, belle performance, généralement elle s'impose par finish aussi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Erin Blankfield pourrait lui ravir la place de challengeuse ou alors peut-être que l'UFC pensera à faire une sorte de combat éliminatoire entre Erin et Manon Fiorot et la vainqueur affronte la vainqueur du coup d'Alexa Grasso, Valentina Shevchenko. Je pense que ça, en fait, ça va dépendre du matchmaker, comment il va faire ça, mais peut-être qu'ils vont garder Blanchfield ou Manon comme contender, tu vois. Le combat Grasso, Valentino se termine. Et imaginons que Manon a le combat, boum, Manon elle gagne. Et ben, celle qui va combattre après, ça sera Blanchfield, tu vois. Hmm. Peut-être qu'il faut voir comment les matchmakers ils vont voir ça en termes de rendement, parce que tout ça, au final, ça revient toujours à de quelle manière ils vont gagner le plus d'argent possible. Faut voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que celle qui va avoir l'occasion dans cette course à la ceinture que font les Français, la première qui va avoir cette occasion, ça va être Manon. Je pense aussi que ça va être Manon de manière très méritée. On saluait le boulot de Fernand Lopez et du MMA Factory tout à l'heure. On doit signaler aussi le boulot de Daniel Warin et même de la BTT. Je sais que c'est une boîte de management, mais ils ont fait un beau travail. Je pense que c'est la boîte de management française qui a réussi à le placer le plus de combattants sur cette UFC Paris. Et puis, il faut saluer le très très bon boulot d'Aldric Cassata avec Manon Fiorot, mais pas seulement Manon Fiorot. Non, franchement, la France, là, est-ce que tu dirais d'ailleurs que le MMA français est à son zénith, est à son apogée, ou attention, ça risque encore de continuer de progresser? Moi, perso, je vais te donner mon avis. Je pense que le MMA français n'a toujours pas atteint son apogée et qu'ils sont toujours en pleine progression croissante. Non, totalement. Là, c'est le takeover français, c'est la croissance totale. Tu vois, tout le monde est en train de monter et ils vont de plus en plus haut. Et ce Mhm. que j'aime bien avec la manière dont les choses vont, c'est que la Belgique, elle suit la croissance française. Et donc, tu vois, ce qui est bien, c'est que quand eux, ils grandissent, Mhm. on grandit aussi. Donc, c'est magnifique. Tu vois, tous les gros clubs que tu as cités, Boxing Squad avec Casata, la Team Warin avec Daniel Warin, MMA Factory, Hatch Academy. Tu Voilà. vois, les grands clubs se multiplient en France, les grands combattants avec eux. Et j'ai hâte de voir la croissance de tout ça, tu vois. C'est tout bénef pour la Belgique, effectivement. D'ailleurs, Bola Gioki, bon, on le salue, on le félicite. Hein, Bola Gioki, que pour la petite anecdote, j'avais interviewé en 2018, figure-toi, Mofsar, et qui à l'époque déjà, il m'a regardé droit dans les yeux. Il était à 0-1 à l'époque, je crois, en professionnel. Il m'avait dit, Ilyes, mon rêve, c'est de signer à l'UFC. Dana White Contender Series. Bon, il a battu un Français en plus, Dylan Salvador, et il signe à l'UFC. On a les Losen Keita, on a les Mofsar Ibragimov, les Patrick Abirora. On a qui d'autre? Enfin, on en a tellement. On ne peut pas tous les citer. Les Steven Cheou. Et bah, en Belgique, on a un train de retard sur la France. Mais attention, on arrive. Hein. Là, on arrive vraiment en bas. Il y a du grand talent aussi en Belgique. Pour revenir à Manon Fiorot, Rose Namajunas, est-ce que tu as vu la photo de la main de Rose Namajunas qui s'est explosé le doigt? Je sais pas c'était quel doigt, mais le doigt, il était, tu vois, le doigt, il était de l'autre côté de. Enfin, c'est incroyable. Elle s'est explosé la main et elle a continué quand même de combattre. Pour le coup, elle porte bien son surnom. Hein. Ouais, Thug Rose. Ouais, c'était incroyable. C'est son petit doigt. Il était, tu vois, il est là, il était comme ça. C'est horrible. Et le pire, c'est qu'elle s'est fait ça dans les premières minutes du premier round. Ouais, laisse tomber. C'est là que tu vois le caractère qu'elles ont. Tu vois, quand tu vois des mecs. C'est à ça que je pensais quand je vois ce combat, quand je vois des mecs qui se plaignent. Oh, j'ai mal au genou. Frère, Manon Fiorot.
ouverte ici, Ouais, de pouf, fou. remplie de sang. Elle a perdu la moitié de son sang. Et t'as l'autre, elle combat 12 rounds avec le petit doigt. Il regarde vers Paris, frère. C'est Naïg. Non, c'est chaud. La détermination, le caractère qu'elles ont. Moi, j'étais vraiment impressionné. Elle buvait de l'eau, elle était retournée dans le coin, elle buvait de l'eau avec le petit doigt comme ça. Tu vois, on dirait qu'elle buvait le thé chez les Anglais, tu vois. De Mais fou. c'est juste qu'elle n'arrivait plus à fermer la main. C'était impressionnant. Ça va pas plaire peut-être aux gens qui vont regarder cette vidéo. Moi, je l'ai toujours dit, les femmes, mentalement, elles sont plus fortes que les hommes. C'est un truc de fou. En fait, là, comment dire, la résistance à la douleur, pour moi, les femmes, c'est un truc de malade. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, commentez, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires, même insultez-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Juste commenter, c'est bon pour le référencement. Dernier combat dont on doit parler, et on ne peut pas parler malheureusement de tous les combats, on saluera la performance de Nora Cornol, la performance, on l'a dit, de Taylor Lapillus. Malheureusement, Zara, je pense que les carottes sont cuites pour elle à l'UFC 04 et la performance était vraiment pas belle à voir. Il faut quand même qu'on reste honnête. Beaucoup de force à Zara. Mais William Gomis, Yanis Gemouri, Mofsar, je n'ai absolument. Enfin, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir la façon avec laquelle l'arbitre a arrêté le combat. Du coup, on se trouvait dans le troisième round. C'est vrai que globalement, William Gomis dominait les échanges. William envoie un middle kick, il me semble. Yanis considère que c'est un coup bas. Il s'arrête de combattre et il se plaint auprès de l'arbitre. L'arbitre lui demande de reprendre le combat. Yanis, forcément, il tourne son dos parce que lui, il considère que c'est un coup bas. Et là, l'arbitre décide de mettre un terme aux hostilités de manière très étrange. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette phase de jeu, on va dire? C'était franchement une grosse erreur d'arbitrage. Pour moi, c'est une très, très grosse erreur d'arbitrage. Même si, tu vois, il y en a qui vont dire oui, mais il était en train de toute façon, il allait perdre le combat. Déjà, de un, même si c'est le cas, même, imagine qu'il va perdre le combat. Quand bien même, tu n'as pas envie qu'on rajoute un TKO tu vois, dans ta fiche de défaite, tu vois. Maintenant, sur Tapologie, il a perdu par Mm. TKO troisième round, alors que peut-être ça allait être une décision. Et même, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Tu comprends? Regarde Ousmane Léon Edwards. Ouais. Combien il y en a eu des retournements de situation et tu as envie de laisser cette occasion au combattant qui s'est entraîné dur, qui, tu vois, il joue sa vie dans ce combat et il prend un coup bas. Il prend un coup bas. Pour lui, s'il dit qu'il a pris un coup bas, c'est qu'il a pris un coup bas. Il a réagi trop vite pour mentir. Tu vois, tu crois que c'est quoi on n'est pas dans un film. Il a pris le coup, il réagit et t'as l'arbitre, il arrête. Et moi, ça, je trouve, c'est grave. Franchement, c'est une erreur très, très grave parce que sa vie au garçon, elle se joue là-dedans. Son avenir, il se joue là-dedans. C'est des gens, ils pourchassent. Tu vois, ils poursuivent leur rêve, ils s'entraînent dur et boum, t'as un mec qui vient, il t'arrête, il te dit, t'as pris un TKO alors que t'as mal au parti, frère. C'est abusé. Parce que coup dans la coquille ou pas, c'est difficile de déterminer si vraiment il y a eu coup dans la coquille ou pas. Mais globalement, j'ai regardé un petit peu les commentaires à l'international aussi. Tout le monde était unanime. On va pas tirer sur l'arbitre, hein, tu vois, il fait son travail. On sait que c'est un travail très très difficile, le fait d'arbitrer, de juger un combat au moment T, donc vraiment de manière instantanée, c'est très difficile. Mais j'ai envie de dire que globalement, quand tu regardes les commentaires et notamment à l'international, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que le stop était vraiment scandaleux, même, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, il fallait un petit peu, il fallait son petit lot de polémique, on l'a eu avec ce combat. C'est sûrement, en tout cas, globalement, la prestation de William Gomis a été très belle à voir. Ouais, c'est dommage de gâcher la performance de William Gomis avec ce combat parce que, en plus, lui, c'était un combat important pour lui. Quand tu regardes ce qu'il disait au micro juste après, tu vois, il était dans Ouais. une phase où il avait perdu son tonton, etc. Tu vois, ça gâche la performance, ça gâche la soirée. Enfin, pas la soirée, mais je veux dire le moment. En fait, l'arbitre, il a réagi trop vite. C'est dommage. Même, il pouvait mettre time, il regarde, il y a la VAR, frère. Mm. Donc, va regarder sur les caméras, regarde, et si tu as envie d'arrêter à ce moment-là, arrête, tu vois. Il a réagi trop vite. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être sous la pression, tu vois. À la base, c'est des arbitres qui font pas de ces grands événements, tu vois. Parce que lui, j'ai déjà vu, il arbitre les pôles de nain, etc., qui combattent au championnat de France. C'est lui l'arbitre, tu vois. Je crois que Et je l'ai vu à arbitrer les l'ARES amateurs. aussi. Ouais, ça, en fait, c'est le staff d'arbitre. C'est un staff, il circule toujours dans les galas. Et sûrement, et c'est des êtres humains aussi. Sûrement la pression, le stress, je sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent faire que un humain est comme une erreur. Et là, c'était une erreur, malheureusement. Et
qui n'a jamais commis d'erreur? Qui va jeter la pierre le premier? Exactement, non, c'est totalement réel, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai trouvé que c'était très très bizarre et c'est dommage pour Yanis Guémouri aussi, qui aurait aimé poursuivre le combat. Écoute, Mofser, on a été extrêmement complet. Euh, Vous qui regardez cette vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est le premier épisode de ce type, on va dire un podcast récapitulatif où on parle d'un événement, on parle un petit peu de l'actualité, de ce qui a fait parler dans l'actualité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Movsar Ibrahimov, son compte Instagram. Je fais que vous le répéter. Il est l'heure de monter dans le train de Movsar avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, il défend son titre champion des poids coqs à l'AEF le 14 octobre contre un combattant français. Rafraîchis-moi la mémoire, le nom du combattant, c'est Théo, c'est ça? Théo, c'est ça, Théo Meurice. Je sais pas pourquoi, je le confonds toujours avec son frère. Qui est dans le club de Manon Ferro, d'ailleurs, Aldric Cassata. Ben voilà, la Boxing Squad. Corrige-moi si je me trompe, son frère combat dans la même soirée aussi. C'est ça, ouais, pour la ceinture contre Mathis Ossa de Old Ok. School Academy, je pense. Ouais, donc c'est un bon, très gros, enfin, bon gros club quand même. C'est Michael Aljarouj, champion du MMA GP, etc. Ça, c'est parmi les grands clubs aussi qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Ouais, c'est très intéressant. Maintenant, la France, elle est pleine de grands clubs. On ne peut pas tous les citer, malheureusement. Et puis, il y aura aussi Patrick Abirora qui va défendre son titre champion des poids welter contre Théo Boudin. Et là aussi, c'est un combat super intéressant. Mais voilà, donner un maximum de force à Movsar Ibrahimov. Moi, je me suis régalé avec tes réponses. Écoute, je te remercie une nouvelle fois. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi et on se retrouve bientôt pour notre regard.